OK, les boys, justement, on est lancé un petit peu sur le hockey. On va rester du côté de New York, mais on va revenir chez les Rangers parce qu'Artemi Panarin fait encore jaser cette semaine. Bon, comme on sait, là, Artemi Panarin qui ne sera pas renouvelé par les Rangers et les deux camps qui vont travailler très fort pour trouver une entente. Mais là, bon, ça commence à monter un petit peu, là, ces discussions-là, de sens que, bon, la date limite des transactions arrive. Les gars, la deadline cette année, la date limite qui est établie à quand? Parce que là, oui, il y a un gel qui s'en vient. Ouais. Attends, Il y a un gel qui s'en vient avant les Olympiques. En fait, ouais. En gros, explication rapide, la raison pour laquelle vous entendez probablement parler du concept de 2 dates limites des transactions. C'est parce que, un peu comme on avait vu avant Noël, habituellement, ce gel des transactions-là, tout le monde s'en fout un peu. Mais un peu avant Noël, on a vu comme un petit boost avec Philippe Danault et Mason Marchment, qui sont les deux gars qui avaient été transigés. Parce que, avec la LNH, parce que en fait, avant Noël, c'est pas important. Là, je sais pas pourquoi je parle du temps là-dessus. Là, on va revenir à celui qui s'en vient avec les Olympiques. Les Olympiques vont couper pas mal tout le mois de février. Donc, si je ne m'abuse, c'est le 4 février que le gel des transactions va entrer en vigueur. Et jusqu'à la fin du mois de février, genre le 25 ou le 26, je crois. Et la date limite des transactions arrive le 6 mars, donc genre une dizaine de jours après, même moins que ça, une semaine après. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir régler ça avant les Olympiques, créer les transactions importantes avant les Olympiques pour, éviter de se faire avoir rapidement au retour des Olympiques. 2, gérer le cap salarial, les enjeux de cap salarial, parce que, rappelons que le cap salarial, la masse salariale est comptée au jour le jour. Chaque jour que le gars est sur ta masse salariale, il compte sur la masse finale. 3, tu veux aussi le laisser s'acclimater avec ton équipe. Disons que tu vas chercher un gars qui n'ira pas aux Olympiques, mais il peut quand même être dans l'entourage de l'équipe. Les équipes ne peuvent pas s'entraîner pendant une dizaine de jours pendant les Olympiques, mais vers la fin, ils vont pouvoir s'entraîner et rien ne les empêche d'aller à leur complexe d'entraînement et patiner avec les gars pour leur bon plaisir. Fait que c'est pour ça qu'on risque d'avoir un petit boom des transactions d'ici une dizaine de jours. Ben, et sensiblement aussi, il y a aussi moins de temps aussi pour pouvoir établir une transaction, puisque c'est quand même un gel quand même important là, qui se donne pour une vingtaine de jours. Alors, on veut régler ça du côté des Rangers de New York. Et bon, première chose, semble indiquer qu'un prix, selon ce que Elliot Friedman rapporte, un prix relativement similaire à ce que Brock Nelson a eu l'année dernière pour s'en aller au Colorado. On parlait d'un échange qui comprenait c'était un choix conditionnel de première ronde, un choix conditionnel de troisième ronde, un espoir repêché en première ronde, ainsi qu'un autre espoir là, qui était là-dedans. Alors, pour commencer de 1, les boys, le prix, combien d'équipes est-ce réalisable? Parce que bien des équipes ont les munitions pour ce genre de transaction-là d'Artemi Panarin, considérant qu'il s'agit possiblement que d'une location. Là. C'est pas juste une location. Brock Nelson, comparativement à Artemi Panarin, Panarin va probablement, puis je dis encore probablement juste pour se donner une marge de manœuvre et être gentil, mais presque certainement va choisir sa destination pour évoluer pour le reste de la saison. Et là, on semble parler que les Panthers de la Floride seraient peut-être le premier candidat sur la liste de Panarin. Je regarde vite un peu, là, le prix que tu m'as donné, là, il n'y a aucune fucking chance que les Panthers de la Floride donnent un prix de même. T'sais, je veux bien comprendre que Chris Drury va essayer d'avoir ce que Brock Nelson a donné pour les Islanders de New York. Il n'y a tellement pas de leverage. Bonne chance, mon chum. Bonne chance. Oui, c'est exactement ça. Puis, si tu parles des Panthers, il y a un autre enjeu qui va être un sacré problème, le plafond salarial. Là, on s'en sort pas trop pire avec Alexander Barkov qui est sur la liste des laissés à long terme cette saison. Mais on est déjà très, très, très serré. Je veux bien il y a quand même un moyen de se rendre si, disons, les Rangers retiennent la moitié du salaire, que je sais pas, que Evan Rodriguez et tout le Starinen à 3 millions chaque sont échangés pour le chemin inverse. Il y a moyen de se rendre, là, mais ça va quand même être compliqué de fitter ça sous le plafond.
Mais ça va être intéressant parce que si c'est vraiment les Panthers, comme je te dis, je pense qu'on en parlait la semaine passée, je parlais du cas de Claude Giroux. Il y a quelques années, c'était un peu ça, Claude Giroux aussi, quand les Flyers l'ont échangé. Giroux avait accepté deux destinations, c'était l'Avalanche ou les Panthers. Finalement, c'est les Panthers qui l'avaient eu, mais tu sais, tu as deux équipes, tu n'as pas une tonne de levier. Là, fait que si tu veux vraiment l'accommoder, tu n'auras pas une tonne pour ça. Brock Nelson, les Islanders n'ont pas essayé de l'accommoder à tout prix. On l'a envoyé au Colorado parce que c'est là qui était le plus offrant. Mais c'est ça qui va être super intéressant parce que si jamais la course s'ouvre et que Artemi Panarin est ouvert à aller vers d'autres équipes, là, ça va devenir intéressant parce que est-ce qu'une équipe comme les Stars, l'Avalanche va tenter ce coup-là? Peut-être. Est-ce que je sais pas, je regarde, est-ce que Edmonton, imagine Edmonton, tu rentres Artemi Panarin à Edmonton. Oh mon Dieu. Ah, ce serait. Non. Ben, tu sais quelle autre équipe serait quand même intéressante? Les Sabres de Buffalo sont tellement en feu en ce moment. Les Red Wings de Détroit qui ont de l'argent et ont de l'argent en masse. Ça a bien marché par le passé, Artemi Panarin avec Patrick Kane. Je veux dire, et si on ouvre le jeu et on ne se limite pas. Exact. Si on ouvre le jeu, qu'on ne se limite pas seulement aux Panthers, encore là, faut-il que Panarin ait envie d'aller voir ailleurs aussi. Là. Mais si le jeu est ouvert, il va y avoir des offres intéressantes. Mais si on regarde, si Panarin accepte juste 1, 2, 3 équipes, on n'aura pas tout ce qu'on a eu chez Islanders pour Brock Nelson. C'est une chose de dire que tu veux ça, c'est une autre chose de le faire offrir. Alors, les boys, selon Puckpedia, on parlait des Panthers en ce moment. Leur espace qu'on voit là, sous le cap salarial est d'1,7 million de dollars. Et puis ça, bon, on comprend l'historique de blessures, tout ça. Toutefois, les Red Wings, de l'argent, on en a en masse. On parle de 30 millions de dollars en ce moment d'espace, avec une projection là, à 13 millions. Alors, bon, encore une fois, quelques enjeux ici et là. Mais de manière générale, les gars, les Red Wings ont de l'argent pour accueillir ce contrat d'Artemi Panarin qui est d'11,6 millions de dollars cette saison. Alors, voici ce qui se passe du côté Panarin. J'aime bien ce que vous m'indiquez. Est-ce qu'il va accepter d'aller à Buffalo à suivre? Mais pour ce qui est de Détroit, je pense que Félix, tu marques, ou c'était pas qui a dit ça, marquer un point là-dessus. Puis surtout, Mio, je veux rajouter pour Détroit aussi. Tu sais, Détroit encore leur choix de première ronde pour les 4 prochaines années. Mm-hmm. À part pour 2027, ils ont leur choix de deuxième ronde, puis ils ont tout le reste de leur repêchage pour les 4 prochaines années. Tu as des choix au repêchage en masse, tu as de la masse, puis tu as des sneaky good prospects. Tu sais, un Nate Danielson, un Marco Casper, là, tu peux rentrer ça dans une transaction pour espérer peut-être avoir des prospects du côté des Rangers. Écoute, on parle des Panthers, ça, c'est les premières informations qu'on a. Peut-être que dans le clan Panarin, on est peut-être un peu plus flexible, mais l'idée de Détroit, pour vrai, j'aime ça. La seule affaire que j'aime moins, c'est qu'on va encore plus booster cette foutue division de l'Atlantique qui finit plus d'être aussi dominante. Et ça, pour moi, je n'accepte pas ça. Je veux... Si Artemi Panarin switch de division pour s'en aller dans l'Atlantique, je vais me cacher dans mes couvertes jusqu'à la fin de la saison. C'est une maudite bonne division, en tout cas. Mais on parle de ça, c'est des équipes qui vont bien. Vous savez qui ça va plus ou moins bien par les temps qui courent? Il y a plein de candidats possibles à ta question. Élabore. Mais le pop dans l'Atlantique, les Maple Leafs de Toronto, là. Ben écoute, honnêtement, dans l'Atlantique, là, tu peux sortir Montréal, Toronto ou Ottawa là, pour répondre à ta question. Là. Pop, de manière générale, les Maple Leafs, ça va pas bien cette saison, mais tu vas pas me dire que les Maple Leafs, c'est le genre de saison auquel tu t'attendais. Et puis, bon, drôle de scène qui est arrivée aujourd'hui. William Nylander qui, bon, selon ce qu'on a pu comprendre, avait les caméras braquées dessus pendant 2 minutes continuellement sur lui. Et puis, une fois qu'il porte... un arrêt de jeu. Un arrêt de jeu. Ou du moins qu'il porte attention à la caméra, donne un doigt de l'honneur. Pour ne pas dire un FU. Puis, ça passe, bien sûr, sur les médias sociaux parce que les gens se posent tous la question, pourquoi? Pourquoi tu aurais fait ça?
C'est fou, man. Cette équipe-là ne cesse de faire parler d'elle pour les mauvaises raisons depuis un petit bout. Là. Il y a même, on sait que vendredi, Mitch Marner est revenu aussi, on en parlera un petit peu plus tard, là, mais c'est fou, man. Tu sais, ça a l'air anodin, là, mais tu sais, à Montréal, tu parles de quelqu'un dans le monde du hockey autour de l'équipe qui fait un doigt d'honneur devant une caméra des médias. Le dernier gars qui a fait ça, qu'on se souvient vraiment de manière importante ici, il s'est fait sortir de Montréal assez rapidement après ça. Petite pensée à Guy Arbonneau. Tu sais, c'est. Moi, ce que ça me dit, c'est un manque de maturité. Pour vrai, c'est purement un manque de maturité de faire ça. Tu sais, dans quel monde tu dis, la caméra est sur toi pendant 30 secondes. Là. C'est probablement, là, il y a un arrêt de jeu, là, puis ce que les gars sont en train de dire, c'est ah oui, c'est dommage, les Maple Leafs ont plusieurs atouts qui sont pas là. William Nylander, on sait qu'il est un gros morceau, puis tout, c'est 30 secondes, c'est pas long. C'est vraiment, vraiment pas long. Puis tu réussis quand même à faire un fou de toi pendant ces 30 secondes-là. Ça fait en sorte que on va tout parler de toi, on va tout commencer à s'attarder encore plus à la mauvaise séquence que tu traverses. 4 défaites de suite quand même pour les Maple Leafs. Toutes à domicile, ces défaites-là d'ailleurs. Tu sais, l'autre question, c'est à qui il dirigeait ça aussi? Est-ce que c'était dirigé aux caméras, aux médias, aux fans? C'était dirigé aux fans? Je sais pas, je trouve ça bizarre, je trouve ça. Sérieusement, je sais pas pour vous. On dirait que j'ai comme pas les mots pour décrire à quel point je trouve que ça n'a pas d'allure de faire. Tu verrais-tu, là, ils mettent une caméra sur les innombrables blessés du Canadien plus tôt cette saison. Et là, tu sais, quand t'avais Goulet, t'avais Evans, t'avais Dackney, il y en avait 250 000, le choix, si tu veux. Okay? T'imagines-tu, mettons, là, Patrick Laine la caméra. Là. Très dingue. Un fuck you à la caméra. Mais non, évidemment, je ne ferais pas ça. Personne ne ferait ça à Montréal. S'il le faisait, on serait les premiers à dire que ça n'a pas de bon sens. Je sais pas. Ça me fascine comme geste. Ça me fascine complètement. Puis ce qui est sûr, c'est que Brandon Tanev, qui était assis à côté de lui, n'a pas l'air de l'avoir trouvé bien drôle. En fait, n'a donné aucune réaction. Mais après les réactions sur les réseaux sociaux, William Nylander qui a publié une story pour dire bon, si on traduit un peu là, mot pour mot, j'ai seulement de l'amour pour le Leafs Nation. Désolé à propos de mon moment de frustration aujourd'hui. Je voulais pas frustrer personne. Bien hâte de revenir sur la glace et pas dans les gradins. Avec amour, William Nylander. En tout cas, il n'avait pas l'air très frustré, hein, parce que il était tout sourire. Il était frustré de quoi? Il était frustré pourquoi? Pourquoi il était frustré? Pour quelle raison il n'aurait pas été frustré? Mio, on parle des Leafs, OK? Depuis quand tu as déjà vu cette équipe-là donner un semblant d'émotion quand ça comptait? Puis, si ça avait été... Tu sais, si ça avait été... genre un nom de même, là, Calle Young-Crow, mettons. Tu te dis, OK, ouais, OK, je comprends. Mais là, c'est William Nylander, là. Un gars que tu payes plus de 11 millions de dollars par année pour encore plusieurs années. Un gars à qui tu demandes d'être encore plus un leader parce que, justement, Mitch Marner vient de partir il y a quelques mois. Ça fait juste montrer à quel point que la culture de cette équipe-là est complètement dans le champ. Puis dans un champ rempli de fumier, là. C'est bon. Ah oui, 100%. 100%. Belle analogie. Je me demande pourquoi cette équipe-là n'a jamais gagné avec tout le potentiel qu'il y a. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple. Comme quoi, les Legos, ça met bien des roues d'impact quand même, mais c'est ce qui se passe du côté de Toronto. Ça va un petit peu mal. OK, les boys, pour compléter ce qui nous reste du hockey, j'ai mentionné, bon, comme quoi Félix et moi sommes allés voir le Rocket la semaine dernière, vendredi pour être très exact, et qu'on a vu David Reinbacher en jeu et que, bon, on essaie quand même, là. Je suis un peu dans mes tâches d'être le plus objectif possible et bon, de vouloir croire au bon développement d'un joueur. Mais j'ai été très honnête avec Félix et Jake, qu'on salue d'ailleurs, qui était avec nous pendant le match. J'ai été très honnête sur ce que je pensais de David Reinbacher, ou du moins de considérant le cinquième choix au total. Reinbacher qui, bon,
Cette semaine, c'est un match contre Calgary dans la Ligue américaine et a subi un contact assez laid, on va dire. C'était une grosse mise en échec quand même. Est tombé sur la glace, a quitté, n'est pas revenu et il est maintenant sur la liste des blessés. On est de retour maintenant. En fait, c'est juste un cycle où à chaque année, un peu comme des gars comme Kirby Dach, des gars comme David Rennbacher, on s'attend à ce qu'une blessure arrive et malheureusement, le statut de 5e choix au total de Rennbacher revient encore dans la conversation de est-ce que sa saison de repêchage a gonflé son stock, donc a gonflé son statut avant le repêchage. Il y a des chances, puis ce qui est vraiment particulier, c'est en fait ce qui est fâchant aussi, c'est que plus tôt dans ce match-là, Rennbacher a marqué un but qui était très bizarre. Okay? Le gardien a comme perdu sa lame de patin, puis il était comme complètement déporté. Fait que Rennbacher a marqué un but parce que le filet était complètement abandonné parce que le gardien ne savait plus où donner de la tête. Fait que tu dis ça, tu dis wow, premier but en 2 mois, c'est cool, ça va te donner un petit peu de confiance. On sait que la confiance était pas tout le temps là. Il dit c'est cool, c'est un but, ça va l'aider. Il subit cette mise en échec-là 20 minutes plus tard, puis tu sais, là, est-ce que c'est une commotion? Est-ce que c'est l'épaule semble être touchée, ça a l'air la clavicule, quelque chose de même. C'est la méchante clavicule qu'on commence à soupçonner. On va espérer, du moins, parce que la clavicule, ça pourrait mettre sa saison en sérieux danger. Puis c'est ironique que ça arrive, que ce soit arrivé samedi, parce que quelques jours plus tôt, le DG du Canadien, Kent Hughes, était sur un podcast, le Bassou et Godin Notebook, qui est produit par SDPN. On a Kent Hughes en entrevue et les Arvin Bassou et Marc-Antoine Godin qui sont là le questionnent sur David Rennbacher, lui demander comment ça va, est-ce que tu le vois, est-ce que tu es encore satisfait? Puis, tu sais, de manière générale, bon, évidemment, Kent Hughes n'allait pas dire qu'il n'était pas satisfait, mais tu sais, quand même, dit, bon, c'est sûr qu'il y a de la constance à trouver, mais on aime quand même certaines choses qu'on voit. On voit qu'il grossit un petit peu, mais moi, ce qui m'a particulièrement interpellé dans cette entrevue-là, pendant Rennbacher, c'est Kent Hughes dit la phrase suivante, okay? Textuellement. Avec tout le bruit qui a entouré sa sélection, parlant de Rennbacher, avec tout le bruit qui a entouré sa sélection, parce qu'on a levé le nez sur Matvei Michkov, on doit s'assurer que Rennbacher est vraiment prêt pour la LNH qu'on va le rappeler. Fait que là, on met en contexte, OK? On est 2 ans et demi après la sélection. Matvei Michkov est arrivé dans la LNH plutôt qu'on pensait. On était à sa 2e saison. Il connaît une saison d'ailleurs relativement difficile, pour ceux qui ont moins suivi. C'est pas une très grande saison pour Matvei Michkov dans la LNH. Mais là, on est 2 ans et demi plus tard et le DG du Canadien dit publiquement que la réaction des fans au choix fait en sorte que ça influence la manière dont on gère son développement. Puis, je comprends ce qu'il veut dire parce que si tu l'amènes trop rapidement, qu'il a l'air fou, tu ne t'aideras pas, puis ça va mettre encore plus de pression sur le kit. Et dans l'optique où tu as cette défense-là à Montréal, tu peux quand même te permettre d'être un peu patient avec lui. Pas infiniment patient, mais tu peux quand même être relativement patient. Sauf que ce que ces propos-là me disent, moi, c'est est-ce qu'un jour, on va pouvoir amener Rennbacher en ville? Puis qu'il soit évalué de manière objective, je pense que la réponse est non. Puis, de plus en plus, mon feeling, c'est qu'avec la date limite qui arrive, le Canadien qui va vouloir être acheteur éventuellement, qui cherche de l'aide, je ne dis pas qu'on veut l'échanger à tout prix, mais moi, ces propos-là, ce que ça me dit, c'est qu'on est conscient qu'à Montréal, avec ce qui s'est passé, son développement qui a été ralenti, on ne serait pas nécessairement contre l'échanger pour un gars qui va arriver dans un contexte différent. Et un autre exemple qui me donne un peu la puce à l'oreille à ce niveau-là, regardez pas plus tard qu'il y a 6 mois, Logan Mailloux, qui était un choix qui est arrivé dans la controverse. A joué quelques matchs à Montréal sans plus, mais dès qu'on a eu l'opportunité de l'échanger pour quelque chose qui a pu nous aider, il est parti à Saint-Louis. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que malheureusement, de manière plutôt injuste, le spectre de Matvei Michkov et même de Ryan Leonard et tous les autres joueurs qui étaient peut-être considéré par le Canadien à ce moment-là, va toujours peser sur lui. Et d'entendre le DG du Canadien me dire ça, moi, ça me fait douter sérieusement de l'avenir à long terme de David Rennbacher à Montréal. La blessure qui arrive 2 jours après, ça ne s'invente pas. Là.
C'est dommage. Sérieusement, c'est tellement dommage pour son développement, pour le jeune, parce que je suis encore convaincu qu'il peut être un bon joueur de la LNH éventuellement. Mais malheureusement, ces blessures-là s'accumulent pour lui et c'est du gros temps de développement qui manque. C'est vraiment dommage. On va espérer que celle-là est moins grave, là, mais ça reste du gros temps de développement que David Reinbacher manque. Moi, la seule chose que je vais rajouter, Félix, sur ton analyse, que je suis d'accord jusqu'à un certain point, on enlève Matvei Michkov, OK? On enlève la réaction puis tout ça, OK? Ce gars-là n'a jamais montré qu'il était capable. Ce gars-là n'a jamais montré qu'il était proche de la Ligue nationale. Fait que je veux bien croire qu'on essaie peut-être de le protéger. Fine, OK. Faites ce que vous voulez là-dessus. Mais concrètement, sur la patinoire, et ça, on n'a même pas encore inclus les blessures là-dedans, David Reinbacher n'a jamais prouvé qu'il était même pas proche d'être un défenseur prêt pour jouer dans la Ligue nationale. 2 ans et demi après son repêchage, tu es encore derrière Adam Ekstrom dans la hiérarchie un peu. Puis, si c'était pas de l'échange, il serait probablement encore derrière Logan Mailloux dans la hiérarchie parce que lui a joué des matchs avec tu sais, il a eu sa chance en haut et tout ça. Ouais. Pour moi, David Reinbacher serait encore... Si c'était pas la transaction, David Reinbacher est encore 3e défenseur à Laval. Là. 2 ans et demi après son repêchage. Là. Un moment donné, là, c'est beau espérer, puis c'est beau de rêver à peut-être, ça pourrait être un beau partenaire de jeu pour Leinartson pour 10-12 ans, puis tout ça. La preuve commence à être dans le pudding. Puis le pudding, il passe beaucoup de temps à l'infirmerie, un peu trop à mon goût. Fait que la seule chose que je vais dire, c'est j'ai juste hâte qu'on l'échange. That's it. Moi, je veux plus en parler. Je veux même plus. Pour moi, David Reinbacher, c'est terminé. Là. Je pense je pense que vous connaissez déjà un peu ma position par rapport à ça. J'ai juste hâte qu'on l'échange contre un 3e pick, puis qu'on ferme tout ce chapitre-là, puis qu'on avoue qu'on a fait une erreur. Matvei Michkov ou pas. Donc, pour terminer là-dessus. L'erreur. La seule erreur, je pense qu'on a fait, c'est les blessures, je pense qu'on ne pouvait pas les prévoir. Ça a mal fini. Le terme erreur, je ne peux pas regarder le terme erreur, mais ce qui s'est passé, que ça en ce moment, mais à la base, il n'y a rien qui justifiait dans le jeu de David Reinbacher d'être choisi 5e overall. Là, c'est sûr, en tout cas. On a parlé de sa saison de repêchage qui a peut-être gonflé un petit peu trop sa cote à la bourse. Pour terminer là-dessus, des 13 premiers choix de cette première ronde de 2023, David Reinbacher est le seul à ne pas avoir joué dans la LNH encore. Donc, c'est ce qui s'en vient et on va voir de ce côté-là.